Merci à tous, hein, quel succès, cette ovation, clac, 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 clac. On est très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs d'avoir fait appel à nous. Un petit peu moins merci de nous avoir placés juste après le déjeuner, à l'heure où tout le monde digère. Mais on va compter sur votre acuité à tous et au clac-clac pour réveiller ceux du fond de la salle. Alors, merci. Je me présente, je m'appelle Frédérique Machal, je suis diplômée en psychologie du travail et des organisations. Je suis accompagnée aujourd'hui par Élodie Boiseau, qui est spécialiste l'émotion m'étreint, qui est spécialiste du comportement personnalisé. On peut l'applaudir très fort. Et également par Patrick Pujardi, qui est spécialisé dans la gestion stratégique des ressources humaines. Alors, on est ému parce que nous, on représente un cabinet, le cabinet RP, qui est spécialisé en ressources humaines, et on n'est pas spécialement habitué à parler devant des informaticiens très qualifiés. Mais nous venons d'Indre-et-Loire et nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui une méthode que l'on commence à mettre en place dans les entreprises pour voir jusqu'où on peut aller encore plus loin dans l'agilité. Alors, avant d'entrer dans le sujet, on se demandait s'il y avait parmi vous des gens qui ne connaissent pas du tout l'agilité. Ça peut arriver, hein. Non, formidable. Est-ce qu'il y a parmi vous des Scrum Masters ? Oui, il y en a beaucoup. Alors ça tombe bien parce qu'on va s'adresser à vous principalement. Les autres, vous pouvez rester, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous, je vais vous inviter dans un premier temps à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et à prendre le temps de le regarder. Mais le regarder vraiment, hein. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Maintenant, je vais vous inviter encore plus sérieusement à prendre le temps de regarder votre voisin, votre voisine dans les yeux et à lui serrer la main pendant une vingtaine de secondes. Très bien, je vous remercie. Alors, vous venez de vivre une expérience de partage, une expérience de collaboration future, une expérience agile en somme. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien car nous allons vous faire découvrir la méthode RP via l'application Passe relationnel, un modèle que nous expérimentons pour aller, comme je vous le disais, encore plus loin dans l'agilité. Car comme vous le savez, puisque vous n'êtes pas débutant, les méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Les méthodes itératives, les méthodes adaptatives permettent de se caler plus facilement sur les deux aspects que sont la méthodologie et le processus et l'approche comportementale. Alors, l'approche comportementale, c'est un sujet très important pour nous, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. C'est un vrai pilier de l'agilité. Vous avez dû en entendre parler depuis ce matin avec le rappel sur les 15 bonnes années du manifeste agilité et la priorité qui est donnée aux personnes et aux interactions. Voilà. Alors, le succès des projets passe bien sûr par les personnes, car ce sont bien les personnes ensemble qui font la réussite d'un projet, mais leur façon de collaborer et de communiquer est bien capitale. Et dans cette version agile, voilà, il y a un élément essentiel, et il se trouve parmi vous, ce sont les Scrum Masters. Les Scrum Masters, oui, vous tous qui avez levé la main tout à l'heure, mais qui sont-ils, se demandent les autres. Alors le Scrum Master, nous avons décidé de l'illustrer comme ça, car il est extrêmement polyvalent, mais il est également brillant, discret et efficace. On aurait pu aussi mentionner, bien sûr, les métaphores du sheepdog, du chien de berger ou du firewall qui permet de protéger son équipe des interférences, mais
On a bien préféré le couteau suisse pour l'élégance, déjà. Voilà. Alors le Scrum Master, vous le savez, il est garant du cadre dans lequel l'équipe va maintenir son processus, et garant de l'adéquation entre ce processus et la philosophie de la démarche agile. C'est lui qui va faciliter tout le travail de son équipe. Alors, pourquoi donc ? Pour faire partager notamment à son équipe toutes les valeurs que vous pouvez voir derrière moi, l'autonomie, la responsabilité, le droit à l'erreur, la créativité. Il va leur faire partager ces valeurs et des pratiques collaboratives, que sont le pair programming, le planning poker, le fameux Scrum Board et tous ces post-it. Et contrairement donc aux méthodes traditionnelles qui fonctionnent en mode silo, où chaque membre a des activités beaucoup plus dédiées, l'équipe agile, elle pense ensemble, où chacun contribue à la production. Et lorsqu'une équipe rencontre une problématique particulière, le Scrum Master n'intervient pas sur la problématique elle-même, mais il intervient sur la façon dont l'équipe va appréhender la problématique. Il y a donc bien deux niveaux de responsabilité, l'équipe qui s'engage sur le résultat, et le Scrum Master qui s'engage sur les moyens à déployer pour atteindre ce résultat. Alors, dans ce contexte, il est évident que le Scrum Master doit être bien entouré par une équipe équilibrée pour gagner en efficience. Sa pratique managériale, vous le savez, elle est capitale et elle vise à quoi ? À amener chaque collaborateur à développer son capital potentiel, créatif et surtout productif. Alors, comment y parvenir, me direz-vous ? Eh bien, en misant sur la qualité des relations entre les membres de l'équipe. Et ces relations se basent sur quoi ? Sur la connaissance que chaque collaborateur a de lui-même, mais également des autres, puisqu'on est forcément deux dans une relation. Alors, on ne se situe plus au niveau des savoirs, on ne se situe plus au niveau des savoir-faire, on se situe au niveau des savoir-être. Voilà. Alors, maintenant que cette introduction est faite, je vais laisser la parole à Patrick Pujardi, qui va vous éclairer sur les principaux types de personnalités que l'on rencontre dans la société en général et dans nos équipes en particulier. Merci Frédéric. Donc, effectivement, je vais vous parler d'une méthode. Une méthode pour faire du lien entre les gens. Il y a la méthode RD. Alors la méthode RD, c'est une méthode que vous avez sûrement tous connue. C'était notamment en 2008, un Scrum Master a essayé la méthode RD qui est très particulière. C'est une méthode qui est basée sur les signes astrologiques. Et c'est une méthode qui a fait ses preuves en 2008, par exemple, lors de la Coupe du Monde, et qui n'a pas forcément marché. Donc on a abandonné très vite cette méthode, la méthode RD. On a préféré prendre notre méthode, qui est la méthode des 8 personnalités. La méthode des 8 personnalités, c'est à partir de personnalités, on a déterminé qu'il y avait 8 personnalités, des personnalités primaires et des personnalités secondaires. Les personnalités primaires, ce sont les personnalités qui viennent du cœur directement, c'est-à-dire que l'on fait sans réfléchir, que l'on fait par passion. Les personnalités secondaires, elles, viennent du cerveau, viennent de la tête, ce sont celles qui sont réfléchies. Je vous donne un exemple, par exemple, ce matin, avant de venir ici, j'avais 1 tonne de vaisselle à faire. Si c'est ma motivation primaire, je me réveille le matin avec joie, avec bonheur, parce que j'ai de la vaisselle à faire. Si par contre, c'est ma motivation secondaire, je me lève en me disant « mince, j'ai la vaisselle à faire, j'aime que ce soit rangé, donc je vais la faire ». Je ne sais pas si vous voyez la distinction entre les deux, entre la personne qui aime faire la vaisselle et qui se lève avec joie, avec bonheur d'être satisfait de faire la vaisselle. Nous allons passer donc aux personnalités. Ces personnalités, elles s'inscrivent chez chaque individu entre 0 et 6 mois. C'est comme ça, c'est automatique, et après on ne peut plus les changer. Ce n'est plus possible. Je vais vous parler donc des 8 personnalités. Nous allons commencer par le philosophe. Le philosophe,
c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est quelqu'un qui aime procrastiner. C'est quelqu'un qui, par exemple, pour prendre le train ce matin, le train est à 8h16, admettons, de Paris, il va se lever à 8h05, 8h06, en se disant « je suis large, j'ai le temps, je vais pouvoir y arriver sans aucun problème ». Parce que lui, il a dans sa tête, il se dit que tout va bien se passer sans aucun problème. Le novateur, autre personnalité, le novateur, lui, c'est quelqu'un qui a besoin en permanence de se poser des questions, d'avoir des réponses à ces questions. Il ne peut pas se satisfaire, par exemple, si vous avez des enfants, par exemple, vous lui dites, il vous pose une question, vous lui dites parce que. La réponse, c'est parce que, il ne va pas se satisfaire de ça, lui. Il va vouloir absolument savoir pourquoi. Il va vouloir creuser, il ne vous lâchera pas tant qu'il n'aura pas la réponse à sa question. L'animateur, lui, c'est quelqu'un qui aime le jeu, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est quelqu'un en réunion, par exemple, vous faites une réunion avec des animateurs, vous les repérez tout de suite parce qu'ils sont toujours en train de faire tomber leur stylo, tomber leur téléphone, histoire de bouger, d'avoir l'occasion de pouvoir bouger, juste ramasser leur stylo, ça leur permet d'être en mouvement, garder l'idée de mouvement. Ils ont besoin d'animation. Le gestionnaire, alors lui, le gestionnaire, c'est... Alors j'ai l'exemple très simple, le gestionnaire, ma belle-mère, elle, le train de 8h16, elle se réveille à 5h du matin. Voire, elle ne se couche pas. Les billets sont rangés sur la table. Elle a fait un double des billets, elle l'a mis dans son sac, au cas où, on ne sait jamais. Elle part, elle arrive à la gare à 6h. À 6h, elle réveille le chef de gare au cas où. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a oublié de se réveiller. On ne sait jamais. Elle réveille même le conducteur s'il faut. À 6h30, elle est devant le quai. Elle guette. Il n'y a aucun train. Il est 6h30, il n'y a aucun train, mais on ne sait jamais. Peut-être que le train de 8h16 sera affiché. À 8h11, j'arrive, tranquillement. Et là, ma belle-mère, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle, dans son cerveau, elle ne réfléchit pas comme moi. Moi, je me dis, 8h11, le train est affiché, ouais, c'est le 7505, ok, j'y vais, tranquillement. Elle, dans son cerveau, il faut absolument que ce soit organisé, bien rangé. Je passe à la suivante. Le stratège, c'est la personne à qui vous allez, qui va décider à quelle heure on va manger, par exemple. Vous êtes en pleine réunion et le stratège, lui, il va dire, et si on allait manger? Il va le dire d'une voix douce et tranquille et tout le monde va le suivre naturellement. Et vous savez que c'est lui le stratège dans l'équipe, vous le sentez que c'est lui le stratège dans l'équipe parce que vous savez que si vous avez faim, votre estomac est en train de manger, vous savez que si vous le dites, et si on allait manger, personne ne va vous entendre. Alors, le mieux, c'est de lui passer un petit papier, un petit post-it en douce, demande au groupe si on va manger. Et lui, il va le demander, tout le monde va aller manger sans aucun problème. Je pense que vous en connaissez tous des stratèges autour de vous, sans aucun problème. On va passer au compétiteur, la 6e personnalité, le compétiteur. Le compétiteur, lui, c'est cap ou pas cap, en permanence, depuis qu'il est petit. Tu lui demandes de sauter, est-ce que tu veux sauter? Est-ce que tu veux aller là, plus loin? Il va y aller, mais en courant, sans réfléchir. Il est tout le temps en train de se mettre des défis dans la tête. C'est, vous lui donnez un défi. Est-ce que tu veux faire ce projet en 3 jours? Il va vous dire, ouais, ok. Et 2 jours et demi après, il va vous dire, je l'ai rendu en 2 jours et demi, ce projet. Il n'a rien gagné de plus, mais ça lui fait plaisir. C'est comme ça, c'est dans son ADN. Le participatif, lui, ce qu'il aime, c'est le lien. Il aime faire du lien. Je l'ai sauté, le participatif. Le pauvre participatif. Ouais. Je n'aime pas le participatif, en fait. C'était le compétiteur. Et le participatif. Donc le participatif, lui, il aime être en lien, c'est pour ça que je l'aime pas, il aime l'affect. Il aime être en lien avec les gens. Il aime, dans son équipe, que tout le monde aille bien. Il va voir les gens, il va leur dire « ça va, comment tu vas ?» il va prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui fait du bien à l'équipe parce qu'il prend soin des autres qui l'entourent. On va passer au solidaire. Le solidaire, lui, j'en ai sauté une. Mais non, je passe du 7. Et je passe au 8. Le solidaire. Donc le solidaire, lui, c'est celui qui va, dans sa vie de tous les jours, aider la personne dans le métro. S'il y a une personne âgée, par exemple, qui veut traverser le métro, je ne sais pas,
s'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, quelqu'un qui meurt de faim, il va lui donner son McDo, je sais pas, il veut toujours aider les gens, mais sans que ça lui rapporte absolument rien. Simplement, ça lui fait plaisir d'aider. Donc dans une équipe, lui, il va toujours en permanence être en lien avec les autres. Nous avons choisi d'en isoler une. Vous en avez tous. Je pense que vous avez tous réfléchi, enfin à peu près tous, à part ceux qui sont sur leur téléphone en train de regarder la recette du crumble aux pommes. Vous avez tous dans votre tête à vous dire, mince, j'en ai peut-être 5, j'en ai peut-être 6. Parce qu'effectivement, comme je vous disais au départ, il y a les primaires et les secondaires. Donc celles qui vous tiennent à cœur, là, vous allez déjà réduire le nombre. Celles que vous faites par obligation, c'est-à-dire comme moi, prendre le train ce matin, je l'ai fait un peu par obligation. C'est-à-dire qu'il fallait que je le prenne le train, donc je me suis dépêché, j'ai imprimé les billets, comme tout le monde, mais je l'ai fait de façon peut-être plus décontractée que le gestionnaire qui, lui, l'a fait il y a 3 semaines. Il a déjà réservé son billet, il a tout organisé, le billet est prêt depuis longtemps, dans sa poche, au cas où. Donc ça, on peut isoler déjà et restreindre. On peut passer de 2 à 4 éventuellement. Mais nous, on réussit, après faire un stage avec vous, on réussit à en isoler juste une. Nous allons faire un test rapide de personnalité. Nous allons prendre au hasard quelqu'un qui à peu près tout le monde connaît. On a choisi quelqu'un d'assez connu, je pense. Et on peut essayer de faire un test, voir ce que vous pouvez isoler chez cette personne comme personnalité. Il m'en faudrait une. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on a pu... Pardon ? Je n'ai pas mis la photo sciemment. Oui. Je n'ai pas mis la photo pour finir ma phrase et après, hop, je glisse ma photo. Donc, cette personne, nous avons choisi une personne. Vous allez me dire quelle est, parmi les 8 personnalités, celle que vous pensez que l'on a isolée chez cette personne. Que je pense à peu près tout le monde va connaître dans le public. Ah, je vois que quelqu'un l'a reconnu là. Je crois que tout le monde l'a reconnu maintenant, c'est bon. Vous pouvez souffler à votre voisin hein, maintenant que vous le connaissez. Donc je remets donc les 8 personnalités. Est-ce que vous avez une idée de la personnalité que nous avons isolée pour cette personne ? J'ai pas entendu, il y a quelque chose qui a été dit par là ? Solidaire ? Je recommence mon exposé. Donc je reviens. Le novateur, donc... non. Solidaire, je ne pense pas. Eh oui, tous ceux qui ont dit compétiteur, effectivement... Là, j'affole mon Mac. Effectivement, nous avons isolé le compétiteur. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se sont vues personnellement, pour elles, philosophes par exemple ? Vous pouvez lever la main, c'est la meilleure façon pour moi de voir. Philosophe. Merci, je suis avec vous. Est-ce que quelqu'un s'est vu par exemple stratège ? D'accord. Est-ce que quelqu'un s'est vu participatif, en lien avec les autres, mais avec des gens qui leur sont proches uniquement ? Est-ce que des gens se sont vus nulle part ? D'accord. Solidaire ? Ah, il y a plus de femmes solidaires, c'est marrant. D'accord. Animateur ? Et j'en oublie. Novateur ? Un novateur, je devrais... Oui. En principe, j'en ai pas mal. Et j'en oublie. Philosophe participatif, solidaire. Gestionnaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gestionnaires ? Pas... Ouais. Et... Compétiteur. Oui, le compétiteur. Il y a des compétiteurs parmi vous ? Il y en a un ? Il y en a deux. N'ayez pas peur, hein, c'est pas une honte, on vous aime. On vous aime, les compétiteurs, on a besoin de vous. Donc, effectivement, oui, vous êtes comme Donald Trump, donc. Vous êtes compétiteur. Tout va bien, hein, tout va bien.
effectivement. Compétiteur, lui, on l'a mis compétiteur, notamment. Il s'est illustré, par exemple, avec un Coréen. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai une plus grosse bombe que toi. D'accord, je vais te l'envoyer, ma grosse bombe. Donc, ils n'arrêtent pas. Tous les deux, on ne sait pas pourquoi, mais ça leur fait plaisir. En se levant le matin, lui, ça lui fait plaisir de se dire, je vais envoyer une bombe sur la Corée et tuer des millions de Coréens. C'est son truc à lui. Et je vais passer la main à Madame Machal. Merci Patrick. Donc effectivement, vous avez pu voir l'intérêt de cerner la personnalité, enfin votre propre personnalité, mais l'intérêt également de cerner la personnalité de vos partenaires, de vos collaborateurs de travail pour pouvoir mener à bien vos projets. Et c'est là que je repasse la parole à Madame Boiseau, Élodie, pour la suite du programme. Merci beaucoup. Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu de notre comportement et de celui de nos collègues. Nous allons parler de la PBA, qui est une approche, Personal Behavior Analysis, du coup qui va parler du comportement de nos proches, qui est personnel. On va donc, vous avez vu que on va voir nos personnalités pour mieux nous connaître nous, mais aussi ça va nous permettre de mieux connaître l'autre, nos collègues en l'occurrence, et donc agir aussi sur l'autre pour voir comment on peut, pourquoi pas, modifier le comportement de l'autre. Au niveau historique, on s'est basé sur des approches qui datent de quelques années déjà. Vous connaissez peut-être Pavlov qui a parlé du principe de conditionnement. Lui parle en l'occurrence de son chien et de la salivation de son chien. Donc quand il voit un os, il salive. La clochette qui est neutre le fait pas saliver, mais en associant les deux, la clochette finit par le faire saliver. Et ensuite, nous avons vu aussi les études qui ont été faites par Skinner dans les années 1890, où il parle du conditionnement opérant. Donc lui travaille avec un peu plus des pigeons ou des rats. Ici, nous avons une souris qui est dans une boîte. L'idée est que lorsque la lumière verte s'allume, la souris va appuyer sur le bouton et là va apparaître du fromage, ce qu'elle aime. Et donc, elle va apprendre, cette souris, naturellement, que lorsque le bouton vert s'allume, elle appuie, elle a de la nourriture. Pour reproduire ce comportement, pour reproduire ce qu'elle aime, c'est-à-dire voir apparaître le fromage, elle va voir que lumière verte, j'appuie, et donc elle va continuer ce comportement d'appuyer sur le bouton quand la lumière est verte pour continuer à avoir ce qui lui plaît, le fromage. Par rapport au bouton rouge, on ne va pas en parler plus que ça. Ça consiste à donner des petites décharges électriques à cette souris. Voilà, donc là, bien sûr, elle va arrêter d'appuyer sur le bouton quand le bouton rouge s'allume très rapidement, car c'est assez désagréable. Là, on est sur de la punition, donc on ne va pas, pour l'instant, en parler pour les êtres humains. Donc, nous allons parler pour nous plus de... grâce à la PBA, on va étudier le comportement des autres et donc voir ce qu'ils... vouloir voir des comportements qui se reproduisent. Donc, par exemple, vous êtes au travail, vous avez votre machine à café, vous allez mettre une pièce dans la machine à café, le café va arriver, vous êtes renforcé. C'est valorisé. Vous allez continuer à mettre cette pièce pour avoir ce que vous voulez, du coût du café. Si un jour vous mettez la pièce et vous n'avez pas de café, vous allez peut-être essayer une deuxième fois, secouer la machine à café, mais en tout cas vous allez au fur et à mesure arrêter d'avoir ce comportement de mettre la pièce dans la machine à café, car vous n'allez plus avoir ce qu'il vous plaît, le café. Donc vous allez arrêter complètement d'avoir ce comportement de mettre cette pièce. La même chose, vous allez le dimanche voir votre belle-mère, la même que celle de Patrick. Vous allez voir votre belle-mère et là, vous lui souriez, vous êtes content, vous lui montrez que vous êtes content ou contente de la voir. Car grâce à ça, elle va peut-être dire à votre femme ou à votre mari
oui, elle est super, et non, non, mais super chiant, ça m'agace, non, mais tu devrais le quitter, etc. Ça, vous ne voulez pas voir ça apparaître. Donc, vous allez continuer à lui sourire pour qu'elle continue, elle, à dire à votre époux ou votre épouse que vous êtes génial. Donc, vous allez réitérer ce comportement de lui sourire. L'approche que nous voyons, donc la PBA, a été créée dans les années 1970 par Arnold McCarley. Et il a, entre autres, utilisé des principes qui avaient été fondés il y a quelques années avant, où il parlait du renforcement et de l'extinction. Donc, le renforcement, c'est lorsque l'on veut voir un comportement qui nous paraît complètement approprié, adapté, on veut le voir revenir et apparaître, donc on va le renforcer. On va le renforcer en lui donnant comme conséquence quelque chose d'agréable. Donc on veut voir la fréquence de ce comportement augmenter. Par exemple, une fois par semaine, votre collègue vous ramène des croissants. Un lundi matin, il vous emmène des croissants. Et là, très content, vous voulez que ce comportement se reproduise. Vous voulez encore des croissants le lundi matin. Et là, vous allez le valoriser, lui dire « Mais j'adore tes croissants, merci beaucoup. C'est génial, merci, t'es génial comme collègue, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. » Et donc, il y a des probabilités pour que la semaine d'après, il continue à emmener des croissants, etc., etc. Par contre, un comportement que vous voulez voir disparaître. Vous ne voulez plus du tout qu'il soit présent, vous voulez que sa fréquence diminue jusqu'à son extinction complète. Là, vous allez l'éteindre, en fait. Vous n'allez pas donner de conséquences à ce comportement. Par exemple, votre patron vous téléphone le soir. Vous êtes chez vous, tranquillement, en train de regarder la télé, et là, votre patron vous téléphone, et ça, depuis quelques années, et vous en avez vraiment marre. Vous voulez que ça s'arrête. Vous pouvez, du coup, utiliser cette méthode, et donc ne plus répondre du tout à ces appels. Au bout d'un moment, le comportement de nous téléphoner ne va pas se reproduire car il sera éteint, il ne sera pas renforcé. Donc il va finir par arrêter de vous téléphoner le soir si vous ne décrochez jamais. Si vous décrochez une fois de temps en temps, il risque de réessayer plusieurs fois au cas où vous décrochez. Mais si vous arrêtez complètement de décrocher, il va arrêter de vous téléphoner. Après, il est peut-être préférable de lui en parler aussi. À vous de voir. Il y a, pour comprendre un petit peu les comportements, nous allons voir un petit peu les différentes fonctions des comportements que nous pouvons avoir. Pourquoi nous faisons cela? Alors, par exemple, votre femme chante, et il y a beaucoup d'hommes, mais votre femme ou votre mari chante sous la douche. Pourquoi il chante sous la douche? Quelle est la fonction de ce comportement? Ça va être de l'autostimulation. C'est du plaisir. C'est juste pour le plaisir. Ensuite, un autre exemple. Votre enfant va crier, s'énerver lorsqu'il fait ses devoirs. Là, il veut échapper à la consigne. Il ne veut pas faire ses devoirs. Il veut échapper à la situation. Il n'aime pas ça. Donc, il va crier, s'énerver, etc. Là, on va être sur de l'échappement. Ensuite, votre femme, par exemple, vous dit « Ah non, non, mais chérie, là, je suis beaucoup trop grosse, ça va pas du tout. » Ou alors, votre mari va dire « Oh non, mais là, les tablettes de chocolat, c'était il y a un temps, mais là, c'est fini. » Là, ils vont chercher de l'attention. Ils veulent votre attention. Et donc, ils attendent « Ben non, mais c'est rien, ma chérie, je t'aime comme ça. Tu sais, non, non, t'as pas trop... Ça se passe bien. Ouais, non, t'es magnifique. » Voilà, là, ça va être de la recherche d'attention. Il y a une autre fonction qui va être la demande. Des personnes qui vont demander de manière inadaptée. Et ils ne demandent pas correctement. Et là, on voudrait qu'ils formulent correctement une demande. Pour cela... je vais demander à une personne de venir illustrer cette fonction qui est la demande. Est-ce que quelqu'un, peut-être les animateurs, ont peut-être besoin de se défouler un petit peu et de venir sur scène? Très bien, monsieur. On peut l'applaudir.
Merci beaucoup. Vous êtes peut-être animateur ? Non. Peut-être vous allez réfléchir à de quelle personnalité vous êtes. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît ? Guillaume. Guillaume, merci beaucoup d'être venu. Nous allons juste faire une petite scénette où vous allez être mon collègue. On va être dans un bureau et vous êtes devant votre ordinateur. Moi, je suis devant le mien. Et là, votre ordinateur ne va pas marcher. Donc, vous pouvez tout à fait vous énerver. Hein. C'est possible. Il y en a peut-être parmi vous qui s'énervent devant un ordinateur qui ne marche pas. Personne ? Waouh. Incroyable. Donc là, vous allez pouvoir vous énerver. Vous pouvez m'insulter, bon, les cheveux, tout ça. Enfin, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez vous énerver comme vous voulez. Hein. Il y a un curseur assez haut. Donc voilà. Je vais poser ceci. Où je vais là. Ah super. Alors, vous avez peut-être votre ordinateur juste ici, voilà. Ça fonctionne pas. Ah, je suis sûre que vous pouvez vous énerver un petit peu plus en temps normal. Je suis un Apple. Ah, c'est de la merde. C'est pas le bordel de... Vous pouvez y aller, vous pouvez vous énerver encore. Hein. Ah mais vous avez... t'as un problème ? Oui, ça marche pas. Ah oui, bah j'arrive. Je vais te préparer ça tout de suite, bien sûr. Attends, je sais ça. Ah bah je vais même te donner le mien, hein, parce que faudrait pas que tu sois embêté. Tiens, je vais essayer de réparer le tien. Hein. Voilà. On peut applaudir Guillaume. Voilà, ici, merci beaucoup Guillaume. Restez ici, j'ai encore besoin de vous. Ici, on a donc, il s'est énervé. Et moi, je suis venue, alors qu'il s'énervait juste. Il m'a rien demandé poliment. Bon, il s'est énervé et je suis venue. Donc, ce comportement qui, moi, me paraît pas tout à fait adapté, moi, j'aimerais un peu qu'il soit différent, ce comportement. Là, je l'ai renforcé, en fait. Parce que j'y suis allée au moment où il s'énerve. Et j'ai répondu à sa demande. Donc, il y a de grandes chances que la prochaine fois qu'il veuille me demander quelque chose, il s'énerve. Et puis moi, je reviendrai. Et puis on continuera comme ça, et donc son comportement ne sera pas souvent très adapté. On va essayer une autre situation, un petit peu différente, et cette fois, en s'énervant peut-être au début, mais au bout d'un moment, peut-être en demandant de manière un peu plus adaptée. Et moi, je vais donc faire de l'extinction. Je ne vais pas du tout réagir au comportement inadapté. Ah putain, ça ne marche pas. Encore. Ouais. C'est encore de la daube là, hein. Allez-y. Ouais. Essayez une autre tactique, Elodie, tu peux regarder le... Il y a un problème avec l'ordinateur. Il y a un problème avec l'ordinateur ? Ouais, je crois. T'as besoin d'aide ? S'il te plaît, tu pourrais? Bien sûr. Merci. Je vais tenter de le réparer, hein ? Bien sûr. Donc là, j'ai pas renforcé les troubles du comportement qu'il avait avant, mais j'ai renforcé une demande qui était complètement adaptée. Et donc la prochaine fois, il sait qu'il n'y a peut-être pas besoin de passer par l'énervement, mais directement de demander de manière correcte de l'aider. Merci beaucoup Guillaume, vous pouvez l'applaudir. Donc je pense quand même qu'il... personnalité d'animateur. Il avait besoin de se défouler peut-être un petit peu. Donc, là, on a pu voir que nous pouvons, en effet, commencer à modifier les comportements de nos collègues. Ce qui peut aider, en fait, ce qui aide en temps normal, car nous aimerions qu'ils soient un peu plus comme nous. Et pour que les relations soient plus faciles.
Par exemple, par rapport aux personnalités que nous avons pu voir auparavant, mettre par exemple travailler entre un animateur et un philosophe, l'animateur qui va avoir envie de bouger, le philosophe qui va être un peu plus calme, auront des difficultés pour travailler ensemble. Ils vont avoir du mal, ils peuvent prendre du temps pour voilà, travailler sur cette histoire de comportement et essayer d'amener l'autre comme lui. Mais ça va prendre du temps. Et nous savons tous que le temps, c'est précieux, surtout au niveau de la productivité. Du coup, on va davantage travailler entre personnes qui se ressemblent, qui ont des personnalités identiques. Pour cela, pour nous expliquer un petit peu plus ce que nous vous proposons, je demande à Madame Machal de revenir. Merci beaucoup. Voilà, alors partant du postulat qu'il est plus efficace de travailler avec des personnes qui partagent la même personnalité que vous, nous avons décidé de créer donc un nouvel outil qu'on a appelé le pass relationnel pour aller plus loin encore dans la méthode agile et la rendre plus efficace. Alors le pass relationnel, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un outil que nous sommes en train de tester dans les entreprises qui pratiquent l'agilité. On est heureux de pouvoir vous présenter nos premiers résultats aujourd'hui. Alors car on l'a vu, prendre en compte les différentes personnalités dans un petit groupe, c'est déjà pas évident, mais alors quand on se situe à l'échelle d'une équipe, voire d'une entreprise, ça devient vraiment délicat. Alors notre application est là pour vous permettre de gagner ces précieuses heures de décryptage sur le mode de fonctionnement de votre collègue. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, à l'embauche, le collaborateur se voit remettre un téléphone portable dans lequel l'application sera déjà installée. Elle sera déjà installée et elle va lui proposer immédiatement un test lui permettant de parvenir à rentrer sa personnalité. Le test se fait automatiquement, ce qui évite également que votre collaborateur mente sur sa personnalité réelle et que ça l'incite à vouloir se rapprocher d'autres collègues d'une personnalité différente. Alors, directement, le téléphone se paramètre et ça sera évidemment la même chose pour tous les téléphones de tous les collaborateurs de votre entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite ? C'est que, au fur et à mesure de vos circulations dans les couloirs, entre les salles de réunion, sur les plateaux, dès que vous allez vous approcher d'un autre collègue, votre téléphone va vous envoyer un signal. Alors, un signal qui apparaîtra sous la forme d'un feu rouge si la personne rencontrée n'est pas du tout d'une personnalité compatible avec la vôtre. Et bien évidemment, si la personne est compatible, le feu sera vert. Donc là, ça vous permettra rapidement d'avoir un diagramme de l'entreprise qui vous permettra de pouvoir créer des équipes efficaces, compatibles et qui fonctionnent très bien ensemble. Alors, c'est un gain de temps évidemment considérable. Il peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare, des cas où le feu est orange. Alors, c'est très rare, mais il ne faut pas laisser passer le feu orange. Le feu orange demande vraiment l'intervention d'un analyste comportementaliste qui va se déplacer chez le collaborateur pour procéder à une analyse comportementale assez poussée. Alors, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder la composition de la famille, l'emplacement de la maison. Est-ce que la belle-mère vit avec vous ou pas ? Y a-t-il des animaux domestiques, une ligne de chemin de fer qui passe pas loin, qui pourrait interférer peut-être ? Y a-t-il dans les ascendants sur les 2 générations précédentes des personnes d'une autre personnalité qui auraient pu amener et induire ce feu orange ? Il va étudier la fréquence de vos rapports sexuels, il va étudier aussi le comportement de vos voisins et à la suite de tout ça, toutes ces études qui peuvent, je le comprends, paraître un petit peu intrusifs, mais il faut quand même imaginer que c'est des méthodes qui sont utilisées par l'armée depuis longtemps, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre dans un avion de chasse un animateur avec un solidaire. Là, c'est sûr, on part en Corée du Nord. Voilà. Donc, le pass relationnel va vous permettre de répartir vos équipes
selon les types de personnalités. Et par extension, de repérer rapidement quelles sont les équipes de personnalités les plus efficaces. C'est ce qui vous permettra surtout de leur attribuer des points. Alors, ces points, à quoi vont-ils servir? Eh bien, à la fin de chaque mois, l'équipe qui a été la plus efficace pourra avoir accès, par exemple, à des avantages en nature. Des sièges avec fonction massage, du papier toilette 4 épaisseurs, des ordinateurs fort performants. Et évidemment, inversement, l'équipe qui aura le moins bien performé se verra retirer progressivement ces avantages pour peut-être travailler sur un tabouret, pour avoir l'ordinateur qui arrive du bon coin. Je ne vous mentionne pas le papier toilette, mais ça va pareil. Et alors, c'est une méthode qui nous intéresse énormément, hein, qui est très intéressante à mettre en place, et qui a une extension. Une extension que vous pourrez utiliser pour choisir les lieux de séminaire. L'équipe, évidemment, la plus performante pourra se retrouver à l'Ascotel de Villeneuve-d'Ascq. Et, je ne vous le cache pas, l'équipe la moins performante sera dans l'arrière-salle du McDo avec Ronald, là où on fait les anniversaires des enfants. Voilà, ça c'est pour motiver vos collaborateurs. Il ne faut pas voir le côté punitif, mais le côté challenge. Voilà. Alors, également, on peut, par extension, imaginer les vacances de ces collaborateurs de la même manière. Les chèques vacances seront pas du même montant. Le catalogue du CE ne sera pas le même non plus pour les équipes selon leur performance. Et c'est, j'ai envie de vous dire, un modèle révolutionnaire pour la société de demain, vous en conviendrez. Voilà. Parce que, effectivement, si on pousse la réflexion encore plus loin, on a vu avec Patrick que les personnalités se développent entre 0 et 6 mois à peu près. Donc, nous vous proposons, dans ce cadre-là, de procéder à une analyse sur les bébés entre le 6e et le 8e mois. Voilà. Oui, vous voyez tout de suite l'intérêt, dans l'idée de recomposer tout de suite des familles harmonieuses, équilibrées, qui auront des parents et des enfants de la même personnalité, ce qui fait gagner un temps précieux quand même pour les analyses plus tard dans la vie. Voilà, et bien sûr, au fur et à mesure, toutes ces familles recomposées pourront également vivre ensemble dans les mêmes villes, partager des écoles où leurs valeurs et leurs capacités seront reconnues et poussées jusqu'au maximum. Les commerces, les transports, tout sera adapté. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris conscience de la révolution 4.0 du monde dans l'entreprise, de l'agilité et plus largement des relations humaines et du monde entier. Alors, si vous êtes d'ores et déjà intéressé pour acheter cette application pour votre entreprise, nous sommes à votre disposition juste à l'issue de la conférence. Je vous remercie de votre attention.